Ah, merci. Il faudra juste noter ça quand vous voudrez parler. Ouais, ici, ouais, ok. D'accord. C'est bon? Je reste ici. Celui-là aussi. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu ce matin accueillir Sébastien Jalot qui nous fait l'honneur de venir depuis le Portugal nous parler de sa dernière œuvre. Alors je remplace ce matin Cameron, mon époux, qui était responsable de cet événement et ça lui tenait à cœur d'être là ce matin et il s'excuse de ne pouvoir être là. Sébastien Jalot est là grâce aussi à Nicolas Filitic qui nous a contactés quand il a appris que la quinzaine culturelle avait lieu en mars pour nous proposer la présentation de La Chouette aveugle de Sader Hedayat. Et monsieur le professeur Nassiri nous fait l'honneur d'être modérateur dans cet événement. Je passe la parole à Simine qui va avec moi vous présenter l'association. Depuis 15 ans, l'association Strassiran œuvre au dialogue interculturel dans un cadre de gestion et de gouvernance collégiale. C'est avec ce parti pris et une forte volonté à déployer des passerelles entre les peuples et leur création que nous vous proposons la 8e édition du Festival de la quinzaine culturelle iranienne à Strasbourg du 18 au 31 mars 2024. Il nous tient à cœur de souligner l'importance primordiale de neutralité politique et religieuse de notre association. Loin de tout communautarisme, nous encourageons la promotion de la diversité et de l'inclusion, de l'ouverture à l'autre et à la différence, car nous sommes convaincus de l'enrichissement mutuel que cela apporte. Nowruz, à l'image du 20 mars qui marque l'équinoxe de printemps, est célébré depuis 3 millénaires et fêté de nos jours dans 19 pays par 300 millions de personnes. Pour les Iraniens, cette date représente le Nouvel An, un moment de joie et de convivialité. Il est dit que le bonheur est plus grand quand il est partagé. Voilà pourquoi nous comptons sur vous pour venir enrichir de votre présence chacun des événements de ce 8e festival de la quinzaine culturelle iranienne. Merci et bonne événement. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus ce samedi matin, malgré légère pluie. Hier, il faisait beaucoup plus beau, mais bon, la pluie fait partie aussi du printemps. Nous avons grand plaisir de recevoir ici Monsieur Sébastien Jalot, que j'ai eu la chance de, on va dire, d'être contacté par lui il y a 1 an, 2 ans, par email, qui m'a demandé l'article que je venais de publier sur Nasr et Nasri à l'université. J'ai tout de suite demandé à mon fils de prendre photo de cet article pour lui envoyer, qu'il voulait traduire. Et quand on m'a proposé de présenter cet ouvrage et également d'être ici comme modérateur, j'ai tapé son nom dans ma messagerie, j'ai vu, donc il m'a contacté, je ne le savais pas, j'avais oublié. J'ai dit, le monde est petit et maintenant, au bout de 2 ans, on va présenter l'œuvre monumentale de Sader Hedayat et ses traductions. En fait, en principe, je dois vous donner plus d'informations sur M. Jalot, parce que de dire tout simplement qu'il est venu de Portugal, on a dit, mais comme je l'ai dit, on va faire, une fois n'est pas coutume, de lui demander d'abord, nous allons découvrir le traducteur, qui n'est pas seulement traducteur. Vous allez voir, je vais dire, c'est un chercheur qui fait également un travail de recherche, mais aussi un travail de détective dans cet ouvrage. Et donc, je vais lui demander de dire davantage sur son parcours, où il a appris le persan, et comment par l'apprentissage du persan, il finit maintenant par la traduction de l'œuvre de Sader Hedayat, qui est La Chouette. Bonjour, merci d'être venu. Merci à vous aussi d'être là pour présenter le livre avec moi.
Alors je vais essayer de de me présenter un peu et de vous dire comment je suis arrivé à traduire ce roman. Donc je n'ai pas une formation, disons, universitaire en études iraniennes ou j'ai un parcours universitaire qui est assez court finalement, je l'ai interrompu assez vite, mais je me suis toujours dédié à la littérature, à la recherche, de façon indépendante. Pour ce qui est de l'Iran, en fait, ma mère est iranienne, donc à cause de cela, j'ai toujours évolué, disons, dans la culture iranienne d'une certaine manière, grâce à la famille qui venait parfois nous rendre visite à Paris, où j'ai grandi. Et j'ai également voyagé en Iran plusieurs fois avant ma majorité, enfin peut-être 3 ou 4 fois. Cependant, ma mère m'a jamais parlé de persan en fait quand j'étais enfant, donc j'ai pas appris le persan à la maison. C'est seulement plus tard en fait, vers mes 24 ans, que j'ai commencé à apprendre tout seul et que après, suite à cela, j'ai voyagé plusieurs fois en Iran, entre autres j'ai suivi 1 ou 2 cours de persan à Téhéran et j'ai commencé, disons, à développer l'apprentissage de la langue. Pour ce qui est du roman, en fait, j'ai découvert le roman un peu bêtement, il était dans la bibliothèque de mes parents, donc je l'ai lu quand j'étais adolescent, en français. Et c'est un roman qui m'avait d'emblée marqué par son atmosphère, sa forme, peut-être aussi un peu comme pour tous les adolescents, même en Iran, peut-être il y a aussi un côté un peu transgressif de la lecture de ce roman-là avant la majorité, etc. Mais bon, voilà, j'ai lu le roman en français et il est resté avec moi pendant plusieurs années. Et quand j'ai commencé à apprendre le persan, j'ai rapidement voulu savoir en fait comment était le roman dans la langue originale. Donc j'ai commencé à le lire, j'ai commencé à le traduire en guise d'exercice, disons de traduction et de langue. Et en fait, c'est au gré de cet exercice que je me suis rendu compte que il y avait des aspects du texte original, du texte en persan que je ne retrouvais pas dans la traduction française de Roger Lescaut, et surtout des aspects qui avaient trait au style, au rythme, à la ponctuation, enfin autant d'aspects qui caractérisaient la voix du narrateur de Bouffécourt, de La Chouette aveugle. Et donc petit à petit, alors que je faisais cet exercice de traduction, j'ai essayé de recréer, disons, ce style, le style assez propre du roman en français, en essayant de voir si un équivalent français était possible. Et voilà, et en fait, de fil en aiguille, donc j'ai commencé à avoir 30 pages, donc qui constituent un extrait. Et parallèlement, comme la traduction de Lescaut est une traduction assez mythique, qui a eu énormément de succès en France, qui a été extrêmement importante aussi pour la réception de Hedayat en Iran, je me suis dit que, bon, moi qui venais de nulle part, qui n'avais pas de cursus universitaire, il fallait quand même que je prenne quelques précautions. Donc j'ai commencé en fait le début de cette initiative à étudier en fait l'histoire de la traduction de Roger Lescaut, et j'ai écrit en fait commencé à écrire un bout d'introduction qui est un chapitre de l'introduction qui est dans le livre ici, qui retrace en fait l'histoire de la traduction de Lescaut, l'histoire de la relation entre Lescaut et Hedayat, et l'histoire de la publication de la traduction française et de sa réception. Et en fait, cette étude pour moi était un peu nécessaire pour savoir finalement d'où je partais, sur quel héritage en fait j'allais commencer mon travail, aussi à partir de quel héritage, enfin, cet héritage qui m'avait quelque part nourri moi-même à travers ma première lecture quand je n'étais pas encore iranisant. Et donc voilà, disons, c'est le point de départ, c'est ça, c'est cet extrait, cette petite introduction sur l'histoire de la traduction, et j'ai envoyé tout ça à quelques éditeurs, et très très vite, j'ai eu, en fait, immédiatement quasiment, j'ai eu une réponse de Nicolas Filicic, qui est ici avec nous, et qui a accepté avec enthousiasme le projet, et qui ensuite s'est développé pour devenir le volume que vous avez dans les mains. Donc, si vous avez bien remarqué, tout commence par une motivation
motivation familiale, ensuite personnelle, pour aller découvrir ce roman qui se trouvait dans les bibliothèques de ses parents. Et ce n'est pas seulement ça. On remarque qu'il y a derrière ensuite l'audace, le courage, si je peux faire quelque chose mieux que l'ESCO, dont la traduction j'ai apportée ici, pour vous montrer. Et il réussit. Moi, je vous le dis pourquoi. En fait, la première fois que j'ai lu le travail de Hedayat, j'étais lycéen. Et je n'ai pas pu comprendre. Je suis allé voir mon professeur de littérature et il m'a dit « Il vaut mieux ne pas le lire. Peut-être ça va te pousser vers suicide. » Ce qui était à l'époque dans l'image, même, je parle avant la République islamique. Le livre est devenu aussi interdit après, donc ne vous inquiétez pas. Donc j'étais lycéen. Ensuite, au bout de 7 ans, quand j'étais étudiant en master, j'ai eu la chance de travailler à la section des manuscrits orientales à l'université de Téhéran, bibliothèque centrale. Et à ce moment-là, c'était Jamalzadeh en Suisse qui a décidé, qui était centenaire, qui a décidé d'offrir sa collection à l'université de Téhéran. De Téhéran, 2 érudits, Ilaja Afshar et Bostani Parisi, sont allés en Suisse et ils ont pris la collection et ils ont apporté à la bibliothèque. Et moi, en tant que responsable en chef de cette section des manuscrits, j'ai lu l'exemplaire que Sadegh Hedayat avait publié en polycopie, avait préparé, dédicacé de l'Inde et renvoyé à Jamalzadeh. Quand j'ai lu ça, alors relure en cuir, jaunâtre, et avec le dessin fait par Sadegh Hedayat lui-même. Donc, pour la 2e fois, j'ai commencé à lire, j'avais à peu près 22-23 ans. Ça m'a plu l'ouvrage, je vous le dis, et je me disais, bon, pourquoi ça doit pousser vers le suicide? Pourquoi mon prof à l'époque, il m'a dit ça? La 3e fois, quand j'ai fait ma thèse à la Sorbonne, sur les fouilles commerciales, parce que j'ai travaillé sur l'histoire de l'archéologie, je devais lire de nouveau Sadegh Hedayat, parce que lorsqu'on va enterrer le cadavre de la femme fatale, on découvre un objet antique en vase, que le vieillard qui l'accompagne, il le prend. Donc, fouille commerciale, quand on découvre pourquoi Sadegh Hedayat parle de ça, et pourquoi il n'y a pas la loi sur les antiquités, etc. Donc, pour 3e fois, et je l'ai lu avec votre traduction, la 4e fois, quand on m'a proposé et avec votre traduction, j'ai eu encore 4e fois de plaisir, parce que de voir comment on peut rendre en français le sens le plus proche de texte. Vous êtes d'accord avec moi que toute traduction, avant tout, est une trahison. Mais vous avez réussi à montrer les subtilités de la langue, et pour ça, je vous félicite. Pourquoi son travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un travail de seulement traducteur? Parce que quand vous voyez l'ouvrage qu'il a réalisé, vous avez en fait la traduction, mais également biographie étape par étape de Sadegh Hedayat, mais également les commentaires des points qu'on peut lire, mais aussi le texte persan. En fait, Sébastien, j'ai remarqué que cet ouvrage de Sadegh Hedayat qui a été traduit par l'ESCO, comment c'était aussi présenté pour le public persan? Le premier texte, il y a eu aussi d'autres éditions, sous forme de feuilleton, mais souvent censurés, sous forme de livres, parfois améliorés. Quel est donc le vrai texte de Hedayat? Et ça, c'était, je pense, le premier défi à relever. Et c'est pour ça que vous avez décidé de donner une édition de persan, en fait, avec toutes les variantes. Et pour dire au lecteur sur quel exemplaire, sur quel manuscrit je me base.
Et c'est ça qui est intéressant. Dites-nous, maintenant, nous avons en fait la chance d'avoir la personne qui a collaboré avec vous pour le persan, M. Nedjabati, qui depuis un an est aussi mon étudiant de master ici au département d'études persan. Dites-nous comment vous avez eu cette idée et comment vous avez trouvé M. Nedjabati ici présent dans la salle et quelle était, et c'est ça la deuxième partie, quelles étaient ces collaborations? Est-ce que le travail de personne de M. Nedjabati qui vous a influencé sur la traduction ou non? Votre traduction l'a influencé, qui prend quelle variante en compte? Alors, donc c'est une longue histoire. Au tout début, quand j'ai commencé à travailler donc sur le roman, je ne savais pas qu'il existait plusieurs éditions du roman qui avaient été publiées durant la vie de Hedayat. Donc, au tout départ, j'ai utilisé comme base textuelle la première édition, donc comme M. Nassiri le disait, qui était une édition assez particulière puisqu'elle avait été publiée à Bombay en 1937. Et cette édition, en fait, comme Hedayat n'avait pas suffisamment d'argent pour payer une impression typographique, il avait fait renéotyper son manuscrit original. Donc, c'est-à-dire, c'est une forme de photocopie, en fait. Il avait fait renéotyper à 50 exemplaires son manuscrit. Et ces exemplaires, il les avait ensuite envoyés à des amis, à Mohamed Ali Jamalzadeh à Genève par exemple, et puis ensuite il en avait envoyé d'autres à Téhéran, etc. Et cette édition, heureusement, qui est très très rare, donc il n'y a que 50 exemplaires, a été numérisée et sur Internet depuis assez longtemps, donc elle était immédiatement disponible. Cette édition est, depuis à peu près les années 70, réputée comme la seule édition, la vraie édition authentique du roman. Donc, moi, au tout départ, j'ai commencé à travailler sur cette édition. Mais, au fil de mes recherches, disons, comme j'avais aussi le souci de vraiment me documenter sur le roman, afin de pouvoir proposer la meilleure traduction possible et de ne pas aussi faire d'erreurs. Donc, au fil de mes recherches, j'ai découvert plusieurs articles, et notamment un de Mohammad Baharlou, qui parlait justement de l'histoire éditoriale du roman. Et dans cet article, il mentionne en fait deux autres éditions. Donc une en feuilleton qui est parue dans le journal Iran en 1942. Donc c'était juste après la chute de la dictature de Reza Shah. Donc un moment d'ouverture, de nouvelles libertés de la presse, etc. Donc à ce moment-là, Hedayat, qui avait été interdit de publier depuis 1935, il ne pouvait plus publier en Iran à cause d'un décret du ministère de l'Éducation. Donc 7 ans plus tard, pouvait de nouveau publier, et donc il veut publier son roman, qui était connu de personne. Il arrive à le faire publier en feuilleton dans le journal Iran, mais le texte est censuré à divers endroits. Il y a à peu près l'équivalent de 5 ou 6 pages qui sautent, toutes ou parce que le contenu est considéré comme érotique, ou parce que le contenu est considéré comme contraire à l'islam. Et ensuite, donc quelques mois plus tard, on ne connaît pas exactement la date, le même journal publie le roman en volume, mais cette fois-ci sans censure, donc le texte complet. Le problème étant que ces deux éditions, donc la deuxième et cette troisième édition, n'avaient vraiment jamais été examinées ni commentées. Il y a des gens qui l'avaient eu dans les mains, certains auteurs en parlaient de façon assez allusive, mais personne n'avait comparé les trois éditions. Pourtant, on savait qu'il y avait des différences, puisque en fait, même ces différences entre les trois éditions se perpétuaient dans les éditions modernes de La Chouette aveugle, qui depuis donc la mort de Hedayat en 1951, depuis donc la 4e édition, qui a été publiée en 1952, les différences qui existaient entre les trois premières éditions se perpétuaient. Donc les éditions modernes, on pouvait observer dans les éditions les plus récentes, depuis les 1950, des divergences, des mots qui étaient différents parfois, mais surtout la structure du texte en paragraphes était différente, la ponctuation était différente, donc il n'y avait pas de texte standard. Et par défaut, on s'est toujours retourné vers le texte de Bombay. Donc moi je me suis dit, il faut que je retrouve ces deux autres éditions, donc que j'ai les trois premières éditions en main pour pouvoir savoir sur quel texte traduire, enfin sur quel texte me baser, parce que j'avais donc un doute. Et là c'était un peu compliqué, parce que non seulement
la deuxième édition était relativement attestée, personne n'avait de doute qu'elle existait en feuilleton, dans le journal, sauf que bon, il fallait retrouver le journal, c'était pas facile, c'est des journaux qui sont extrêmement fragiles, dont le papier est devenu extrêmement vieux, donc il fallait retrouver le bon numéro. Bon, ça c'était une chose, mais à Téhéran c'était sûrement possible. Par contre, la troisième édition, c'était encore plus bizarre, c'était que énormément d'exégètes et de spécialistes et de lettrés à Téhéran disaient qu'elle n'existait simplement pas en fait. Donc moi, je me rappelle assez bien justement d'aller avec Mohammad chez Monsieur Ali Derboshi, qui est un grand lettré, disons un éditeur et un directeur de revue à Téhéran, mais qui a énormément, disons, de réseaux dans le milieu lettré, et de passer des heures là-bas à lui dire il faut que je retrouve cette troisième édition, et lui qui me disait mais vous déconnez quoi, c'est un truc dans votre tête, ça n'existe pas cette édition, personne ne l'a jamais vue, c'est quelqu'un l'a inventé pour se donner un nom dans le milieu académique, etc. Mais moi j'avais quand même des preuves parce que j'avais remarqué que Roger Lescaut faisait une allusion à cette édition, j'avais remarqué que certaines personnes qui connaissaient Hedayat avaient quand même eu ce truc dans les mains, donc j'ai insisté, et finalement, j'ai réussi à travers M. Derboshi, j'ai réussi à contacter M. Mohammad Bahorlou, donc la personne qui avait écrit l'article sur l'histoire éditoriale du livre, et il m'a fait envoyer une photocopie de cette troisième édition que lui-même avait photocopiée, je ne sais plus, dans les années 70, à partir de l'exemplaire d'un grand cinéaste iranien qui vivait en France, qui s'appelle Faror Qafari, qui était donc son exemplaire personnel. Donc là, d'un seul coup, voilà, je me retrouvais avec la troisième édition dans les mains. Par contre, la deuxième, manque de chance, à Téhéran, c'était pas possible de la trouver. On est allé avec Mohammad justement à l'université de Téhéran, et le journal, enfin les numéros en fait, dans toutes les bibliographies, le numéro du journal qui avait été indiqué était faux, était erroné en fait. Donc la date dans toutes les bibliographies, la date était erronée. Donc on avait beau feuilleter les numéros de cette année-là, on ne trouvait jamais la dite édition. Donc je suis reparti au Portugal et j'ai mis ça de côté, et Mohammad a continué à faire des recherches et a finalement pu retrouver l'édition en feuilleton. Donc disons ça c'est pour l'aspect un peu aventure de la recherche. Alors en ce qui concerne la relation avec Mohammad, c'est en fait tout à fait par hasard. Moi, à l'époque où je cherchais à apprendre, enfin à pratiquer plus mon persan, par un réseau, un ami de ma mère qui a parlé avec quelqu'un d'autre, machin, j'ai été mis en contact avec Mohammad, qui habitait alors encore à Téhéran, et qui était traducteur de littérature française en persan. Et donc on a commencé à cette époque-là à parler sur Skype, etc., et à faire une sorte d'échange linguistique, de conversation. Et donc c'est seulement quand je suis allé à Téhéran pour faire ces recherches qu'on s'est vraiment rencontrés, et qui m'a aidé à naviguer un peu dans le système à l'université de Téhéran, dans le système des bibliothèques. Et donc à ce niveau-là, il m'a assisté pour la réalisation de l'édition. Il m'a surtout, conseillé à beaucoup de moments où j'avais des doutes linguistiques, notamment des doutes sur vraiment sur des détails de langue, d'interprétation, où vraiment une connaissance du persan plus profonde était nécessaire, et où il fallait que j'ai des confirmations. Il m'a aussi aidé pour essayer justement à mieux déterminer les critères de l'édition critique, justement, parce que le problème de cette édition critique, c'est qu'on a donc ces trois éditions. Sauf que ces trois éditions sont trois éditions différentes, mais elles diffèrent sur un aspect qui peut apparaître tout à fait mineur, c'est-à-dire qu'elles diffèrent principalement sur la ponctuation. En fait, il n'y a que très peu de différences au niveau lexical. Par contre, il y a environ 1500 variantes de ponctuation. Et ça, c'est un peu problématique à interpréter parce que, comme ceux qui connaissent un peu le persan le savent, le persan n'a pas de norme de ponctuation. Donc, il n'y a pas vraiment... on pourrait considérer que, disons, la fluctuation de la ponctuation dans un texte littéraire persan des années 30 est relativement négligeable, n'a aucune signification littéraire. Par contre, le fait est que dans La Chouette aveugle, la ponctuation est extrêmement particulière. Le texte original de La Chouette aveugle est ponctué d'une façon totalement
inédite pour l'époque, puisque Hédoïat a utilisé de façon extrêmement abusive le tiret long, donc le tiret quadratin. Et donc il l'a utilisé d'une certaine façon, non pas pour substituer des virgules ou des points, mais comme se surajoutant aux virgules et aux points pour, disons, créer une sorte de rythme spécifique dans sa prose. Et ce qui change dans la deuxième et la troisième édition, c'est entre autres ça en fait, c'est la substitution de beaucoup de ces tirets par des virgules ou des points, plusieurs changements au niveau de la ponctuation, mais qui influent sur le rythme du texte et d'une certaine façon sur le côté un peu avant-gardiste qu'avait le texte. Parce que Hédoïat maîtrisait parfaitement la ponctuation occidentale. Tous ses autres textes sont généralement ponctués de façon strictement occidentale, mais dans ce roman-là, sans qu'on sache pourquoi, il a opté pour une toute autre solution. Donc, à ce moment-là, c'est vrai que l'idée de faire une édition critique dans laquelle il y aurait environ 1500 variantes exposées en notes, mais qui seraient simplement de ponctuation, je pense que ça a quasiment jamais été fait dans l'histoire enfin, c'est assez rare dans l'histoire de l'édition critique, on ne fait pas d'édition critique pour des variantes de ponctuation, mais dans ce cas-là, c'était justifié, je pense, et en plus, c'était nécessaire parce que jamais personne ne l'avait fait, et il fallait d'une certaine façon que je montre, le fruit de mon travail, il fallait que je permette aux autres de vérifier que ce que j'avais fait était relativement objectif, qui était relativement bien fondé. Et dans tout ça, je pense que la présence de Mohammad, avoir Mohammad comme interlocuteur m'a énormément aidé à penser ces propositions puisque du fait est que je suis quand même un étranger, je ne suis pas iranien, donc il fallait avoir un interlocuteur iranien pour penser tous ces choix était vraiment important. Et à la fin du travail, c'est Mohammad qui a fait toute la révision donc, du texte persan. J'ai fait l'édition critique, mais c'est lui qui a relu et qui a vérifié que donc il n'y avait pas de coquilles ou d'erreurs qui s'étaient introduites dans ce... Voilà. Alors vous avez remarqué, j'avais raison quand je dis c'est un travail détective. Il a compris pour trouver également le manuscrit de l'édition qu'il voulait, l'exemplaire qu'il voulait. Vous le précisez dans votre introduction que également vous vous lancez à un autre défi, c'est de trouver l'équivalent du mot pour le mot. Autrement dit, je vous donne un exemple. Dans le persan, vous avez beaucoup d'expressions. Par exemple, das salam bardor. 3 mots. Das salam bardor. Bon, as c'est préposition. Das salam bardor, mot à mot veut dire enlève ta main de ma tête. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire laisse-moi tranquille. Das salam bardor, laisse-moi tranquille. Maintenant, ici présent dans la salle, parmi les élèves, si je leur demande de traduire das Rudel c'est-à-dire ne pose pas ta main sur mon ventre. Maintenant, si vous demandez qu'est-ce que ça veut dire, das Rudel chacun vous donne sa version, parce que c'est difficile de le traduire. Lui, il a réussi de trouver les équivalents, et il le dit dans son introduction, mon but, ce n'est pas d'expliquer, parce que ça existe aussi. Déjà, sachez que Hédoïat est l'auteur le plus traduit, et la Chouette aveugle fait partie de ces œuvres qui a été beaucoup plus traduite. Et il y a des Iraniens qui l'ont traduit en français, également des francophones. Mais par exemple, parmi les Iraniens, quand il veut donner le sens le plus proche, il est obligé de donner des explications. Alors que Sébastien Jalot dit, c'est mon défi, je veux que ça soit mon équivalent. Donc, quelle était la difficulté de ce travail? Alors oui, en fait, un des choix que j'avais fait, donc c'était le pari un peu d'une grande fidélité au texte, sachant que donc Roger Lescaut, dans son introduction, explique qu'il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire dans sa traduction et qui a à voir avec la répétition. En fait, le roman de Hédoïat a un aspect très particulier, c'est qu'il est, disons, pénétré de part en part par la forme de la répétition. Donc au niveau des mots, il y a des répétitions de mots qui sont incessantes, des répétitions de phrases, des phrases qui reviennent comme des leitmotifs, mais les personnages eux-mêmes se répètent, les situations se répètent, la voix narrative elle-même se dédouble. Donc il y a, disons que la forme de la répétition imprègne le roman tout entier. Et ça, Roger Lescaut expliquait une chose dans son introduction, c'est qu'il disait que l'oreille française ne pourrait pas supporter
la reproduction de toutes ces répétitions linguistiques en français. Donc, il dit que quelque part, il faut adapter le texte. Mais dans son idée, j'ai l'impression qu'il trouvait que toutes ces répétitions qui intervenaient dans le texte étaient plutôt, disons, des répétitions qui étaient propres à la langue persane. Parce que tout le monde sait qu'en persan, c'est vrai que le persan supporte très très bien la répétition, en général. Donc lui considérait que les répétitions qui intervenaient dans le roman étaient plutôt propres à la langue persane et n'avaient pas vraiment de rôle littéraire à jouer dans le roman. Et donc moi, mon pari a été en fait différent. Je me suis dit que toutes ces répétitions et tous ces aspects, disons, formels du roman, il fallait leur donner du crédit, il fallait donner crédit au choix de Hedayat, exactement comme j'avais essayé de donner du crédit à ses choix de ponctuation. Donc, à tous les niveaux, à tous les détails, j'essayais de donner crédit à Hedayat et d'essayer de conserver ce qu'il avait fait, au lieu de considérer que peut-être ça, c'était pas intéressant pour nous, ou ça, c'était plus intéressant pour nous. Donc, la conséquence de ça, c'est que je me suis astreint à essayer comme dans la traduction d'un poème, de traduire chaque mot systématiquement par le même mot. Évidemment, il y a certains mots persans dont la polysémie ne permettait pas qu'on les traduise par toujours le même mot, mais dans la mesure du possible, j'ai toujours essayé d'utiliser les mêmes mots pour traduire les mêmes mots et pour vraiment pouvoir reproduire toutes les répétitions qui interviennent dans le texte. À cela s'ajoute également un souci très particulier de respecter le rythme de la phrase de la phraséologie de Hedayat, d'essayer de respecter la position des mots dans la phrase, le mouvement de la phrase, d'essayer de ne pas écourter des phrases qui sont longues ou de ne pas, disons, changer le registre lorsque d'un seul coup le registre est plus oral ou moins oral. Donc d'essayer vraiment de trouver un équivalent en français pour tous les aspects du texte sans non plus rendre le texte illisible, mais également sans, comme disait M. Nassiri, sans ajouter d'explications. Donc d'essayer de trouver un bon compromis à chaque fois. Et donc ça, c'est vrai que c'était assez long et pénible, disons, parce que comme mon parti pris m'invitait à une traduction assez littérale à la base, j'ai dû passer énormément de temps en fait d'abord à travailler sur des versions très littérales, très proches du texte, et petit à petit, au bout de la 6e ou 7e version, commencer à abdiquer de certaines choses, de faire certains compromis pour permettre que le texte vraiment résonne en français et ne paraisse pas non plus une sorte de persan aliéné en français, quoi. Bon, et je pense que encore probablement au fur et à mesure du temps et des années, je pourrais encore même améliorer cette traduction. Il y a forcément encore des choses qui pourraient être améliorées, mais dans l'ensemble, la proposition est là en fait. C'était vraiment d'arriver à recréer la mélodie, le style du texte sans avoir peur de conserver des choses qui sont assez étrangères au français qu'on a coutume d'entendre ou de pratiquer. En tant que traducteur, vous avez fait le bon choix, parce que quand le lecteur lit des explications, il est en train de lire l'auteur, il est en train de lire le traducteur. Donc, vous voulez être le plus possible fidèle au texte de l'auteur. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, je vais dire quelques mots sur déjà cette histoire de Bouffécourt. Et ensuite, on va enchaîner avec une autre question et vous allez voir pourquoi je fais cette introduction. En fait, Hedayat, dans cette histoire de Bouffécourt, il est le narrateur. Et il veut raconter à son ombre ce qu'il a vu et vécu. Il voit une femme et surtout les yeux de cette femme. Il est attiré par les yeux de cette femme. L'histoire se passe en 2 temps. Dans le premier temps, cette femme qui devient femme fatale vient chez lui et elle se donne à lui, narrateur. Mais sur le lit, Hedayat, le narrateur ou l'auteur, découvre le cadavre de cette femme. Est-ce qu'elle est morte avant? Est-ce qu'elle est morte pendant?
Bagdad, où il était déjà. Donc il est obligé de se débarrasser de l'apporter. Comment il doit faire? Couper le cadavre avec l'aide de quelqu'un pour aller l'enterrer. Et quand il le fait, c'est-à-dire pour enterrer, on déterre un morceau de poterie sur lequel il y a les yeux de cette femme. Le deuxième temps de roman passe avec ça. La plupart des chercheurs, considèrent ce roman comme un roman surréaliste, comme un roman noir. Et on fait des analyses au niveau de psychologie sur ce roman. Une de ces personnes, c'est Roman Kotouzian, qui a écrit également une large introduction préface sur votre ouvrage. Récemment, il y a un autre regard, depuis quelques années. C'est celui des gens qui regardent ce roman comme un roman historique. Quelqu'un comme Moshe Rajudani, qui a publié un livre, il dit, en fait, la première partie du roman, c'est le regard de Hédoriat sur le passé glorieux de la Perse antique. Et la deuxième partie, parce que quand il vient et il remarque que le boucher est en train de dire Bismillah quelques phrases en arabe et il coupe l'agneau dans sa boucherie, ou celui qui l'a aidé qui dit quelques phrases, donc c'est la période islamique. Alors, j'ai lu que il y a cette introduction du roman Kotouzian. Est-ce que c'était une démarche de votre part? Vous l'avez contacté et vous faites plutôt partie de ceux et celles qui sont plutôt pour la première approche, c'est-à-dire côté psychologique, surréaliste. C'est pourquoi il y a cette large introduction, ou non, c'était de ça, comment ça vient en fait ce contact avec Roman Kotouzian? Donc Roman Kotouzian, c'est un chercheur iranien britannique qui a donc écrit notamment un livre qui est assez important sur la vie de Hédoriat et son œuvre. Donc quand j'ai commencé à travailler sur la traduction et sur le projet du livre, je me suis dit ce serait bien pour le lecteur français qu'il y ait une introduction un peu plus générale pour entrer dans le livre, pour ceux qui ne connaissent pas Hédoriat, qui ne connaissent pas le roman. Et à l'époque, comme j'avais encore fait très peu de recherches, je me suis dit, je suis vraiment personne pour faire une introduction un abordage général sur la vie de Hédoriat. Et il y a quelqu'un qui l'a fait avant moi, et beaucoup mieux que je pourrais jamais le faire. Et c'était, par exemple, Roman Kotouzian, dont j'avais lu le livre. Donc je l'ai contacté et je lui ai demandé si je pouvais en fait traduire un article qu'il avait écrit pour l'encyclopédie Iranica et de le traduire en français en guise d'introduction, en l'adaptant un petit peu. Donc l'idée d'avoir cette introduction générale venait en fait de là, simplement d'avoir un moyen un peu simple pour le lecteur d'entrer dans le livre. Mais en fait, petit à petit, j'ai fini par faire beaucoup plus de recherches que ce que j'avais imaginé, à lire beaucoup plus de choses que ce que j'avais imaginé que j'allais lire, tellement que parallèlement, en fait, j'ai commencé à faire une chronologie qui est maintenant à la fin de l'ouvrage, et en fait qui est quasiment, à ce jour, de ce que je sais, c'est une des sources d'informations chronologiques sur Hédoriat, une des plus complètes qui existent en ce moment, dans la bibliographie même iranienne. Et donc petit à petit, en fait, je me suis trouvé au gré de ma chronologie, à voir qu'il y avait des choses dans l'introduction même de Roman Kotouzian qui devaient être rectifiées parce qu'elles n'étaient pas entièrement justes. Donc finalement, l'introduction elle-même a été je me suis dit plus tard que j'aurais peut-être pu l'écrire moi-même, mais bon, c'était trop tard. Et en même temps, avoir Roman Kotouzian au début du livre était une bonne manière aussi de porter le livre, puisque c'était quelqu'un qui avait bien voulu entendre mes suggestions, qui avait échangé avec moi, et je me suis dit que c'était aussi une bonne chose que de l'intégrer dans le projet. Alors pour ce qui est de l'interprétation, je renonce à adopter une interprétation du roman, parce qu'il y en a en fait, il y a vraiment
autant d'interprétations sur les livres que de livres dédiés à l'œuvre. Enfin, il y a vraiment autant d'interprétations que d'exégètes. Le champ de l'interprétation du roman est extrêmement vaste. C'est vrai que je trouve aussi l'interprétation dont vous avez parlé de Mashallah al-Judani intéressante. Une chose par contre que j'ai essayé de faire, c'est donc de mettre un peu de côté, en tout cas de mettre de côté l'interprétation la plus courante, qui est l'interprétation donc qui veut que le roman soit un roman dit surréaliste, inspiré par le surréalisme français, par l'expressionnisme allemand, etc. Ce qui me paraît un peu assez rétrospectif et pas si évident que ça et un peu plaqué sur le roman. Donc j'ai essayé de mettre de côté ça et j'ai essayé en fait de mettre en avant certains aspects du roman qui avaient été plutôt gommés. Donc par exemple dans les notes, j'ai beaucoup essayé au lieu de promouvoir l'idée que le roman est complètement fantaisiste, que c'est un roman de pure imagination, j'ai essayé de promouvoir l'idée qu'en fait, à certains moments, le roman est en fait peut-être un peu plus réaliste que ce qu'on croit. Donc il y a plusieurs détails dans le roman, plusieurs paysages, plusieurs lieux qui étaient jusque-là interprétés comme des passages purement expressionnistes, mais qui en fait pourraient être liés à certaines choses qui avaient lieu et qui existaient du temps de Hedayat. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y a un moment très connu où Hedayat est donc dans une calèche, dans un chariot. C'est assez compliqué de savoir si c'est un chariot, une calèche ou autre chose. Mais donc il est dans un chariot avec un croque-mort et il passe à travers un paysage où il dit qu'il voit des maisons cubiques, triangulaires, des arbres qui passent à toute vitesse, etc. Donc on a écrit des pages et des pages pour dire que c'était absolument sûr que c'était une inspiration de Nosferatu de Murnau. C'était sans aucun doute telle ou telle inspiration. Et en fait, il y a plusieurs personnes qui ont écrit des articles en Iran et qui se sont rendus compte que finalement ce paysage n'est pas tellement différent du paysage que pouvait voir un voyageur à l'époque qui faisait le trajet, comme le fait le narrateur du roman, entre Téhéran et Shah Abdolazim, donc à Ray, donc au sud de la ville. Donc Shah Abdolazim étant un sanctuaire chiite. Et donc apparemment, sur la route de ce sanctuaire, on peut voir qu'il y a effectivement une tour triangulaire, certains bâtiments circulaires qui sont des anciens bâtiments zoroastriens, etc. On se rend compte également qu'au moment où Hedayat écrivait le roman, il y avait des fouilles qui étaient en cours à Ray, donc le lieu où se passe le roman. Donc le passage de la découverte de la poterie dans le sol de Ray n'est pas entièrement peut-être déconnecté d'une certaine réalité de l'époque. En tout cas, j'ai essayé un peu d'aller à contre-courant et d'essayer de pointer vers d'autres interprétations possibles, moins plaisantes, moins évidentes, moins purement littéraires, un peu plus historiques. Et ça, c'était en fait l'enjeu général de ma proposition qui était, jusqu'à maintenant, des centaines et des centaines d'exégètes et des centaines d'ouvrages ont été publiés qui s'intéressent à décoder le mystère du roman et d'essayer d'en proposer une interprétation parfois assez farfelue. Mais personne ne s'était vraiment intéressé à des questions plus concrètes et indispensables, disons, de l'histoire du roman. Donc, par exemple, quand est-ce qu'il avait été écrit ? Quand est-ce qu'il avait été publié ? Combien d'éditions existaient ? Autant, disons, de questions de contexte et historique que tout le monde avait décidé, tout le monde avait considéré négligeables et ennuyeuses et qui n'avaient toujours pas eu de réponse. Et moi, au lieu d'essayer de proposer une énième interprétation psychologique, philosophique ou que sais-je, j'ai essayé de m'en tenir à répondre à ces questions vraiment plus simples de contexte et d'histoire, pour qu'elles soient établies, disons, une fois pour toutes, ou pour être critiquées ensuite, mais en tout cas établies une fois. Merci beaucoup. Donc vous avez remarqué que le livre commence par l'introduction du roman patousien, puis large introduction de notre traducteur-chercheur, et ensuite le texte principal, mais ne se termine pas à ça, parce qu'après, vous présentez au public français deux nouvelles écrites en français par Hedayat. Il s'agit de Lunatique, c'est ça, et Sampang. Comment vous Je pense que c'est Sampang. Sampang, voilà.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ces deux nouvelles? Je voudrais aussi vous demander, est-ce que par hasard, ça a été traduit en persan, il y a une publication en persan? Et quelle était la raison pour laquelle vous avez décidé de les publier dans cette édition? Ouais. Alors, effectivement, en appendice, donc, il y a deux nouvelles de Hedayat qui rédigées originellement en français par Hedayat, qui sont publiées. Donc, cette publication est peut paraître un peu déconcertante, mais en fait, il y a une raison pour ça. Donc, la première partie de mon introduction est dédiée à l'histoire du voyage de Hedayat en Inde. Bon, j'ai essayé un peu de retracer le parcours de Hedayat en Inde. Bon, je vous passe tous les détails. Mais dans cette partie d'introduction, je parle de la rédaction des deux nouvelles, je parle du fait qu'il les écrit à ce moment-là, c'est des nouvelles qui sont écrites en Inde, au contraire par exemple du roman qui lui n'a pas été écrit en Inde, comme parfois on a pu le dire. Et donc ces deux nouvelles viennent d'une certaine façon compléter ce petit dossier sur l'Inde qui figure au début de l'ouvrage, mais ce qui m'a encouragé à les publier, c'est aussi une autre raison. D'abord, le fait que Hedayat lui-même, vers 1947, avait suggéré à un ami à lui qui vivait en France, Hassan Shahid Noulahi, donc qui supervisait un peu la publication des œuvres de Hedayat en français, ou du moins qui essayait de les promouvoir. Il avait suggéré à son ami la possibilité de publier ces deux nouvelles françaises à la suite de la traduction de Roger Lescaut, qui n'avait pas encore été publiée, mais qui devait l'être incessamment sous peu. Donc il y avait déjà, en tout cas, on savait qu'il y avait Hedayat avait déjà eu l'intention de joindre ces nouvelles à son roman. D'autre part, chose peut-être un peu plus importante, il existe une édition de ces deux nouvelles qui ont aux éditions Corti. Donc Corti les éditions Corti les ont jointes à quelques autres nouvelles qui ont été éditées par un Iranien ami de Hedayat qui s'appelle M.F. Falzaneh, Mim F. Falzaneh. Et sauf que ces deux nouvelles donc ne sont pas tout à fait identiques au texte original des deux nouvelles. Pourquoi? Parce que quand Hedayat avait eu l'intention de publier ces nouvelles en France, donc quand il les a envoyées à son ami, il avait certains doutes sur la qualité du style et de la langue, comme il parlait extrêmement bien français, écrivait très très bien le français, mais il n'était pas 100% bilingue, disons, du fait de la distance, du fait qu'il venait plus en France depuis très longtemps. Donc il a demandé à son ami de faire corriger les deux nouvelles. Il existe des lettres donc, qui parlent de ça. Sachant cela, donc Monsieur Falzaneh, quand il a fait son édition, quand il a proposé les deux textes, les deux nouvelles aux éditions Corti, il a lui-même décidé de corriger les deux nouvelles et il a demandé à un Français, Joël Guéraud, également traducteur, pas du persan, mais il a demandé à Monsieur Guéraud donc de corriger les deux nouvelles pour l'édition Corti. À ce moment-là, M. Guéraud ni M. Falzaneh ne savaient pas en fait qu'il existait à la Bibliothèque nationale de France, dans les archives qui avaient été données par le fils de M. Hassan Shahid Noulahi à la Bibliothèque nationale de France, qu'il existait une version déjà corrigée à l'époque, donc déjà vers 1947, 1949, 1950, je ne sais plus très bien, c'est dit dans l'introduction. Donc, il ne savait pas qu'il existait déjà une version qui avait été corrigée et donc qui était toute prête en fait, disons qui est dans les archives. Et donc c'est en redécouvrant cette version-là qu'on s'est dit avec Nicolas qu'il serait peut-être bon, disons, de exaucer le vœu original de Hedayat qui était de faire corriger ces nouvelles par son ami à l'époque. Et donc retrouvant cette version corrigée, on l'a proposée ici au public en ajoutant quand même dans les notes des variantes importantes qui existent parfois avec le texte original, là où le correcteur a, disons, enlevé un certain mot, certains détails qui semblent significatifs pour la compréhension du style et de la nouvelle, nous les avons indiqués en note. Donc voilà. En ce qui concerne l'édition iranienne, les deux nouvelles avaient été publiées originellement en 1943 dans un journal francophone à Téhéran qui s'appelle le Journal de Téhéran. Elles ont été ensuite plus ou moins perdues de vue. C'est seulement après la mort de Hedayat qu'un de ses proches amis, Hassan Qahemian, qui a
beaucoup promu l'œuvre de Hedayat en Iran, a publié ces 2 nouvelles au sein d'un recueil avec d'autres écrits rares de Hedayat, et il les a par la même occasion traduites. Donc c'est Hassan Rahimian qui les a traduites en passant. Vous venez de confirmer ce que je dis dès le départ, c'est aussi un travail de détective. Vous voyez, il a cherché les 2 manuscrits dans la BNF et on a la chance de pouvoir le lire ici dans cette édition. Après ces 2 nouvelles, c'est la partie des bibliographies qui est, comme vous avez dit il y a quelques minutes, qui est la bibliographie la plus complète sur faite jusqu'à maintenant sur Hedayat, les œuvres de Hedayat et les différentes versions de traduction. J'en ai noté une que je vais vous montrer tout à l'heure pour vous poser la question là-dessus, mais avant ça, je voudrais maintenant donner la parole à notre audience. S'il y a des gens dans la salle, vous avez des questions ou des remarques. Merci d'avoir touché cet ouvrage. Une question technique, combien de temps de la première pensée à la dernière page et puis l'impression? Et une question un peu plus pour rentrer dans l'œuvre, les questions contemporaines, j'ai l'impression de chez Hedayat d'avance même sur l'Occident, la conscience qui se retrouve elle-même, la question du présent est donc différée. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette question-là? Alors, pour ce qui concerne le temps, en tout cas à partir du moment où j'ai commencé à considérer le projet sérieusement comme un vrai projet de traduction et de livre, ça m'a mis environ 2 ans. Ensuite, j'avais déjà commencé peut-être 6 mois, 1 an auparavant un peu à jouer avec le texte, disons, mais à partir du moment où c'est devenu un projet sérieux, ça m'a mis environ 2 ans pour faire tout le livre. Alors, en ce qui concerne votre autre question, je ne suis pas exactement sûr d'avoir compris tout ce que vous voulez dire en fait. Ça m'arrive souvent. Quand il pose des questions, je suis obligé de lui demander d'expliquer. Nous avons la chance d'étudier au département d'études persan les premières pages, et donc d'avoir une introduction à l'ouvrage. La question de la temporalité est très complexe, et certains écrivains, surtout contemporains, essaient de la traiter. Et dans les premières notes de traduction, vous parlez de la difficulté de traduire certains termes d'une personne qui parle, par exemple, perpétuel, immuable, etc. Et nous savons que nous sommes forcément en retard par rapport à nous-mêmes, en tout cas ce que nous appelons la conscience. J'ai l'impression que M. Hedayat nous parle de ça, et vous qui êtes un érudit, peut-être pouvez-vous nous éclairer sur cette question donc de la conscience qui se retrouve elle-même et de la temporalité dans son œuvre. Alors, je vais essayer de vous répondre, en tout cas d'une certaine manière, peut-être pas de la manière que vous voulez. En tout cas, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez très particulier qui se joue avec le temps dans le roman, qui est franchement assez singulier. Je connais pas beaucoup de romans qui font la même chose que ce roman-là au niveau du temps. C'est vrai qu'il y a une impression de prise de conscience perpétuelle du narrateur vis-à-vis de lui-même. Mais en fait, cela demeure en fait une sorte d'illusion au cours du roman, parce que même si le narrateur commence son projet en disant « je vais vous raconter quelque chose », donc il parle à son ombre, mais je vais raconter quelque chose qui m'est arrivé et qui, disons, définit un peu l'essence de ma vie, donc on a l'impression qu'il s'embarque dans un projet pour se comprendre de façon essentielle et se comprendre lui-même. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'au fil de son récit, là où on a l'impression qu'il nous fait un récit très habituel d'une expérience avec un début, une fin, etc., on se rend compte que d'abord, au niveau temporel, tout ce qu'il nous raconte n'a absolument aucun sens. Parce qu'il nous dit, par exemple, voilà, c'est un peu le leitmotiv du texte, mais il nous dit, il y a 2 mois, 3 jours, ou je ne sais plus, un truc comme ça, il dit, il y a 2 mois, 3 jours, il m'est arrivé ceci. Et donc j'ai commencé en fait à me dire, ok, donc il nous dit, ça commence il y a 2 mois et 3 jours. Alors moi je pars de là et j'ai commencé à faire vraiment un tableur avec toutes les indications temporelles et je suis commencé à voir, ok, il y a 2 mois, 3 jours, il est là. Et ensuite il dit 1 semaine après,
un jour après, 2 jours après, une semaine plus tard. Et en fait, quand on suit, on se rend compte qu'il est déjà au-delà du propre présent, en fait. Donc, il est plus... Donc, quand on suit la chronologie des événements, on se rend compte qu'en fait, la chronologie n'a absolument aucun sens, qu'elle n'a pas en tout cas de sens pour nous, mais que si on devait essayer de la suivre, ce serait un peu comme si il partait d'un point, mais qui... Je vais même pas essayer de vous dire, c'est une pensée un peu trop compliquée, mais en tout cas, donc il y a, disons, une perte de toute référence de la temporalité et de l'espace dans le roman qui se fait au cours de la narration. Et ça, c'est encore plus compliqué par le fait que, à la moitié du roman, donc vers la moitié du roman, il y a une sorte de césure, puisque le narrateur fume de l'opium et commence à se retrouver dans une autre époque. Enfin, en tout cas, dans un autre monde, dans une autre nature, ce qu'il appelle une autre nature plus essentielle, plus originelle. Mais différents indices montrent qu'en fait, ce serait également une sorte de voyage temporel, puisqu'il se retrouverait au Moyen-Âge, en fait, dans la deuxième partie du roman, alors que la première partie se passerait vers le début du XXe siècle. Donc, là, on se retrouve encore avec une coupure temporelle. Et là, même chose, si on commence à continuer à essayer de suivre la chronologie de la deuxième partie du roman, elle n'a non plus aucun sens. Et là, on aurait l'impression, et à la fin, là où le narrateur semble revenir à la temporalité de la première partie, la liaison entre ces deux temporalités est elle-même complètement abstraite et artificielle. Donc en fait, tout ça pour dire que si on regarde vraiment en fait la description de la temporalité et de l'espace dans le roman, on se rend compte qu'au lieu d'avoir un roman de la prise de conscience ou un roman de la découverte de soi-même, en fait, on a un texte qui met en scène plutôt la perte de toute référence et la référence même de soi à soi, disons, puisque le narrateur devient lui-même un autre au fur et à mesure de sa parole, en fait. Et il ne devient lui-même, ce qu'il y a une phrase très très forte vers la fin du roman qui me semble vraiment mettre en abîme la narration elle-même, qui est, le narrateur dit, je suis en fait finalement plus qu'une gorge, disons qu'une parole dans une gorge qui parle dans le vide. Donc en fait, on est quasiment dans du Beckett, quoi, enfin à la fin. Et ce qu'on se rend compte, c'est finalement qu'on part d'un narrateur qui nous donne toute l'illusion d'être disons, une conscience, un autre, qui a une vie, qui a une expérience tangible dans laquelle on pourrait s'identifier. Et en fait, finalement, on parvient à quelque chose qui est juste une voix dans le vide, qui parle sur des choses qui n'ont pas vraiment qui ne se passe pas dans un cadre qui est celui de notre réalité et pour laquelle il n'y a finalement plus rien de tangible ni de référent. C'est tout juste un monologue finalement. Donc ça, c'est à peu près ce que je peux vous dire sur le lien entre le temps et la conscience. Après, le reste, c'est votre thèse que vous écrivez votre thèse. Si je peux me permettre, en fait, la question que tu as posée est très intéressante. Et tu as mis le doigt sur le point qui fait diverger les gens qui font psychanalyse sur ce texte, ou ceux qui font historique. Question le temps. Le temps, est-ce qu'il est indéfini ou c'est prédéfini dans l'indéfini? Et c'est pour ça que, selon les gens comme Ojlani, qui a écrit un bouquin et qui est publié en persan, nationalisme à travers Boufekoum, pour lui, le temps, c'est les deux périodes de l'Iran, période antique, période islamique. Et dans la deuxième partie de l'histoire, nous sommes dans la période islamique. Et je rappelle toujours que nous sommes toujours, en la réalité, nous sommes dans la période islamique. Nous ne sommes pas post-islam. J'apprécie beaucoup cette question parce que, je vais dire, comme tu fais double cursus, philo et le persan, et ça vient je suis sûr que certains, ça vient de ça. Maintenant, pour aller plus loin, pour trouver ta réponse, et pendant le confinement, il y a eu des enregistrements sur Zoom. Dans ces enregistrements, il y a Mashallah Judani, et c'est-à-dire les deux groupes qui ont deux regards différents sur ce texte, et se trouvent ces enregistrements sur YouTube pendant 1 heure, 2 heures à chaque séance. Tu peux chercher, tape la chouette à ou Boufekou, analyse, et tu verras ces questions du temps, c'est abordé en détail
dans ces enregistrements. C'est très intéressant. C'est un texte qui fait réfléchir. C'est un texte qui n'est pas très long, vous fait court. Mais il y a beaucoup d'articles, de recherches, des écrits sur ce texte. C'est pourquoi c'est considéré comme l'œuvre monumentale de Saad Hariri. Il a aussi encore d'autres textes, mais celui-ci est beaucoup plus loin. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Pour faire un lien avec la question qui est posée, est-ce que c'est l'impossibilité d'avoir conscience de ce qu'on est et de ce qui se passe? Est-ce qu'on peut faire un lien avec la chouette de Minerve? Si vous répétez la question, parce qu'on enregistre, c'est bien parce que c'est enregistré. Je vais savoir si on peut faire un lien avec la chouette de Minerve, qui est toujours l'oiseau qui s'élève au crépuscule, et trop tard, les événements ont déjà eu lieu. Et en plus, votre chouette, elle est aveugle, donc elle donnera, on n'aura jamais l'explication des choses. Et après, alors en Alsace, il y a Sainte-Odile qui est aveugle, et ses yeux ne sont pas sur une poterie, mais dans un livre. D'accord. Alors, si vous voulez répondre, après, j'ai aussi une réponse que je vais donner. Oui, après, j'avoue que je suis un peu en peine de vous répondre, mais Je peux vous aider après si jamais vous... peut-être allez-y d'abord, si vous avez l'air plus inspiré. Quelle est la place de la chouette dans la mentalité iranienne, avant tout? Où on trouve cet oiseau? Ça représente quoi? Souvent dans les ruines. Je ne veux pas parler ici en tant qu'historien et de dire que je suis plutôt pour cette idée de regard historique. J'ai ma propre analyse sur ce texte, mais on n'est pas là aujourd'hui pour parler de ma propre nationalité, là pour parler de la traduction, de la qualité de cette traduction. D'accord? Donc, selon les gens qui regardent avec ce regard historique, en fait, le Bouffécoul ou la chouette aveugle, c'est sur les... Héliade va aborder la Perse antique, la ruine de cette Perse antique. Il ne parle pas clairement ni de Persépolis, etc. Mais quel est l'endroit qui est la ville la plus ancienne de l'Iran qui traverse période antique et islamique? La ville de Rey. Dans les Avesta, nous avons Rajes, qui devient Rega et qui devient Rey islamique. Il a choisi cette ville qui est la seule ville qui traverse ce temps. Donc, est-ce qu'il y a le temps? Comme je vous ai dit, c'est indéfini parce que la Perse antique, on ne sait pas à quand ça remonte. Et c'est défini il y a 2 mois et quelques semaines. Et comme il a effectivement, j'aime bien ce regard parce que c'est un regard étranger sur ce texte et il essaye de le mettre dans un tableau Excel pour voir finalement est-ce que cette chronologie tient ou pas. Mais finalement, ça ne tient pas. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le but de narrateur, de Hedaya, de vous donner chronologie des événements passés. Parce qu'à un moment, on voit que le narrateur prend, comme il l'a dit, l'opium et qui va monter dans le temps. À quand? On ne sait pas. Les gens comme Mashallah Joudani, à travers quelques signes, comme quoi on entend le boucher de dire quelques phrases islamiques, Bismillah, pour couper la tête de l'agneau ou de couper. Ou celui qui l'a aidé pour enterrer, il a dit aussi quelques mots, c'est écrit qu'il y a des mots arabes de ça. Donc il dit, à partir de maintenant, nous sommes dans la période islamique. Vous voyez, cette femme fatale, cette femme qui est venue, représente quoi? Est-ce que c'est l'Iran qui est sur le lit, qui se donne à ce narrateur qui représente les intellectuels, qui n'arrive jamais à établir le contact comme il faut avec le peuple iranien, et celui qui l'a aidé avec des phrases, ça représente quoi? Il y a beaucoup d'analyse derrière chaque caractère, chaque phrase, et pour ce qui concerne Chouette aveugle, c'est en fait, c'est les ruines. Où il y a les ruines, c'est Perse antique. Et dans la Perse antique, la ville de Rey, la ville où on fait des fouilles commerciales.
au début du XXe siècle. Et on déterre les objets pour les vendre, pas pour les garder. D'accord? Donc, c'est même le mot choisi. Alors, et pourquoi chouette doit être aveugle? Il doit fermer ses yeux, la chouette doit fermer ses yeux sur quoi? D'accord? Donc, on est là de parler pour la traduction. Et la qualité, encore une fois, je l'ai dit, ce n'est pas une simple traduction. C'est à la fois une édition, traduction, travail de détective, et en plus des textes qui sont inédits pour un public francophone. Et j'ai apporté exprès la traduction de Lescaut. Ce n'est pas par rapport à la quantité, c'est par rapport à dire que, bon, ça vous avez ici juste la traduction. D'accord? Alors qu'avec ce livre, vous avez un package qui est complet. Vous avez le travail où vous découvrez la vie de Hedayat, comment étape par étape il arrive finalement à rédiger Bouffécourt en Inde. D'ailleurs, il pose la question, est-ce que ça a été vraiment rédigé en Inde ou avant? Dans ce cas, quand et où? Ces questions que vous abordez ici, je ne veux pas vous dire davantage parce que vous allez le lire pour le découvrir, c'est mieux, il faut garder un petit peu côté suspense, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions, points de vue, informations à partager? Allez-y. Merci beaucoup pour la qualité des échanges et puis merci à toutes les personnes présentes et impliquées dans le projet. Et je regarde madame à droite. Deux petites choses, comme vous le dites, et je pense que ce qui est une grande intelligence de Sébastien Jallot, ça a été de ne pas s'avancer en fait dans les interprétations dans ce livre et en fait de donner vraiment, comme vous le disiez, une sorte d'édition, traduction définitive de ce livre-là. Il faut rappeler qu'il n'y a pas eu beaucoup de traductions en français de la chouette aveugle, donc c'est un événement qui soit traduit, mais d'avoir effectivement ce matériau pour qui souhaite réfléchir sur les interprétations à donner de ce livre a un matériau philologique, un matériau historique solide et qui peut consulter s'il le souhaite. Et ensuite, voilà, parce qu'effectivement, sinon, ça aurait été infini de se pencher, et puis ça aurait été constamment, possiblement remis en question. C'était pas l'objet là, c'était donner une matière à émettre ces hypothèses. Est-ce que voilà, la première partie est antérieure à la première et postérieure ou pas du tout? Donc ça c'est une chose. Et puis juste une toute petite remarque parce que j'avais pas pensé à ça, mais c'est en écoutant les questions précédentes. C'est très intéressant sur la signification ou non-signifiance des chiffres. Ça me fait penser au contexte sanskrit. On a beaucoup travaillé sur des traités sanskrits. Il y a énormément de traités sanskrits dans lesquels il y a beaucoup de chiffres. Et c'est intéressant de voir, c'est notamment des sanskritistes comme Michel Angot qui se sont intéressés à ça. Quelle est la signification de ces chiffres? Je donne un exemple, mais ça vaut pour la médecine, pour l'architecture, pour ce qu'on veut. Il y a des traités de médecine où ils disent que le corps humain compte 360 os. En fait, le corps humain ne compte pas du tout 360 os. Donc pourquoi 360? Pourquoi tous les comptes? Donc qu'est-ce que ça veut dire? 360, c'est un chiffre qui cosmiquement veut dire bien autre chose qu'un nombre d'os. Donc c'est intéressant de voir en plus sur la chouette aveugle qui a été... voilà, où l'Inde n'est jamais très loin, en fait, peut-être de s'interroger sur la signification des chiffres dans la chouette aveugle et puis d'interroger d'autres paradigmes de considération des valeurs numériques. Et pardon, c'était très long. Non, merci beaucoup. Comme le micro est déjà dans la salle, est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions? Alors, si vous permettez, je donne maintenant, pour la dernière fois, la parole à vous, mon cher Sébastien Jallot. Non, je vous en prie. Voilà. Et donc, si vous voulez bien dire le dernier mot et de dire est-ce qu'il y a d'autres projets de traduction sur la littérature persane que nous devons attendre impatiemment. Alors, merci. Alors, pour les autres projets,
disons, il y a 2 projets, mais qui sont totalement différents, puisque disons qu'à partir grâce à ce travail, j'ai commencé à pouvoir vivre un peu de la traduction littéraire du persan. Et c'est aussi grâce un peu aux conditions, disons, économiquement un peu plus viables que j'ai au Portugal par rapport à si je vivais en France. Donc j'ai traduit un roman contemporain pour les éditions des femmes qui s'appelle Ertemolan Gomshodeam, ou Je me suis probablement perdu de Sara Solor, qui est un roman qui a été publié chez Cheshme vers 2014 ou 2016, je ne sais plus très bien. Donc voilà, c'est un monologue intérieur des 24 heures de la vie d'une femme à Téhéran. Il va probablement être publié à l'automne 2024. Et en ce moment, je suis en train de traduire un récit de voyage, disons un essai, récit de voyage d'un écrivain iranien qui s'appelle Ersan Norouzi, donc un livre qui s'appelle Rator Boz. Donc c'est un peu la traduction persane de ce qu'on appelle en anglais un train spotter ou un ferrovipate en français, donc c'est-à-dire une personne obsédée par les trains qui s'intéresse à tout ce qui touche au train, etc. Et donc ce livre est en fait un livre qui raconte le voyage de l'auteur à travers les chemins de fer iraniens et qui raconte parallèlement l'histoire de la construction du chemin de fer iranien. Donc c'est un livre que je suis en train de traduire, qui sera probablement publié début 2025 par les éditions Zulma à Paris. Et par ailleurs, sinon, évidemment, je continue à penser à de possibles projets de traduction de littérature persane, par exemple non contemporaine, ou d'autres textes de Hedayat, mais pour l'instant, rien de précis. Si je peux me permettre de vous faire en fait une suggestion. Je vous en prie. Qui nous permet également de faire un petit cocorico pour la ville de Strasbourg, c'est que Hedayat, avant de se donner la mort, en fait, il brûle ses écrits, il essaye de les ramasser le plus possible pour les détruire. Un des textes qui est sauvé, en quelque sorte, c'est aussi une nouvelle sur Maktab Islamiye qui critique énormément le clergé, et ce texte tombe après dans les mains de M. Falzanet, qui est mort il y a juste 2 ans, si je ne me trompe pas, ou 1 an et demi. J'ai eu la chance de fréquenter M. Falzanet à Paris, on a dîné ensemble, il disait « Personne ne peut traduire aussi mieux que moi, aussi bien que moi le Hedayat ». S'il était en vie, j'aurais dit voilà, maintenant nous avons cette traduction. En tout cas, ce texte, le manuscrit, nous avons eu la chance parce qu'il a offert à la BNU de Strasbourg et se trouve ici, profiter de votre séjour à Strasbourg pour le chercher, ou donc, on va voir si M. Nedjamati peut obtenir une copie pour vous envoyer. Je l'ai déjà. Voilà, donc bravo, parce que c'est le manuscrit qu'il faut comparer avec l'édition, parce qu'il y a eu ça n'a jamais été publié en Iran. Et pourquoi pas aussi de traduire en français, comme vous avez fait pour le Chouette à Bordeaux. C'est aussi un très, vraiment, texte intéressant de Hedayat. Il y a beaucoup de jeux de mots. Et il y a beaucoup de ressemblances avec notre époque actuellement. Les gens envoyés en mission à l'étranger, et de voir comment ils se comportent. C'est vraiment, je vous invite vraiment à lire ce texte. Pourquoi pas une traduction de ce texte? Oui, pourquoi pas, ouais. Il a déjà été traduit par M. Falzanet, mais une nouvelle traduction est possible. Et effectivement, l'Université de Strasbourg a la chance de posséder un des seuls manuscrits de Hedayat qui existe encore à ce jour. Il n'existe quasiment aucune archive de Hedayat en Iran, en tout cas pas publique. Des manuscrits sont connus, mais sont probablement dans des mains privées ou ont été égarés. C'est le manuscrit de cette nouvelle qui s'appelle, disons, qui a été traduit comme Caravane de l'Islam, et le seul manuscrit dans une collection publique dans le monde à ma connaissance. Ouais. Je vous remercie une nouvelle fois. Merci. Pour être venu de Portugal jusqu'ici, et je demande à l'audience d'applaudir une nouvelle fois. Merci.
Audio Hub Preview. 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 Audio Hub Preview.
Audio Hub Preview. Audio Hub Preview. Audio Hub Preview. Audio Hub Preview. Audio Hub Preview. Audio Hub Preview.
preview.
Bonjour, nous sommes avec Sébastien Jalot, le traducteur en français de La Chouette aveugle. Nous venons d'assister à la rencontre littéraire avec aussi Monsieur Nasser Nadiri. Et donc j'ai quelques questions pour vous. Pourquoi avez-vous choisi de traduire ce roman ? J'ai choisi de traduire ce roman parce que c'était un roman qui m'avait marqué comme adolescent et je me suis rendu compte en travaillant donc, sur le roman persan qu'il y avait un nouveau travail de traduction qui était possible à partir de la version originale persane. D'accord. Et quel aspect du roman vous a le plus marqué lors de la traduction ? Donc surtout tout ce qui concerne la répétition dans le roman, donc l'aspect au niveau linguistique, formel et de la structure narrative. Donc cet aspect de la répétition et également la rythmique singulière du style de Hedayat. D'accord. Et comment avez-vous traité les symboles culturels spécifiques, comme la chouette par exemple ? Disons, j'ai à chaque fois essayé de traduire lorsque ces symboles n'étaient pas exprimés dans des termes qui étaient donc spécifiques à la langue persane ou intraduisibles, je les ai traduits naturellement et je les ai expliqués parfois en notes. Après, quand il s'agissait de termes assez spécifiques qui ne pouvaient pas trouver de traduction en français sans être d'une certaine façon colonisés dans notre langue, j'ai conservé les mots originaux et je les ai simplement commentés en notes. D'accord. Et le thème d'isolement est central dans le roman La Chouette aveugle. Comment avez-vous cherché à préserver l'intensité de ce sentiment de... Je pense que surtout à travers l'effort pour reconstituer un style français qui rende justice au style persan, je pense que cette sensation d'isolement, elle se traduit surtout à travers le style en fait du roman, à travers sa phraséologie, son rythme, son caractère, le caractère un peu labyrinthique de la prose, etc. Et je me suis efforcé de rendre ça dans la traduction française. Et donc on remarque qu'il y a un mélange entre la réalité et l'illusion dans le roman. Quels ont été les principaux défis de traduire ces nuances ? Principaux défis, je pense que c'était encore une fois au niveau du style, mais également, je pense donner beaucoup d'attention aux détails, à tout ce qui caractérisait par exemple la description de l'espace, la description du temps,
Donc la façon dont finalement le style participait à la construction d'un monde imaginaire, d'essayer de rendre aussi bien le contenu que la forme. Ouais. Et qu'espérez-vous que les lecteurs francophones retirent de leur lecture de La Chouette aveugle, de cette traduction que vous venez de faire? J'espère qu'ils pourront découvrir ce texte, disons, sous une nouvelle forme, avec d'autres informations, avec un autre type de travail de traduction. Et j'espère que ce livre pourra, disons, inaugurer une nouvelle époque pour la réception de Hedayat en France et l'étude de son œuvre. Merci beaucoup Sébastien Jalot. Nous avons assisté à votre rencontre littéraire qui était très enrichissante. Merci pour tout. Merci.